La nouvelle est tombée aujourd'hui. Abidjan est autorisé à effectuer des vols directs vers les États-Unis. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny vient de décrocher la certification de la Transportation Security Administration, l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports. La première dame Dominique Ouattara a visité les centres du Sahara aujourd'hui. L'épouse du chef de l'État s'est dite satisfaite. Et puis la campagne de vaccination contre la poliomyélite est lancée. La lutte contre la poliomyélite se poursuit. Plusieurs doses de vaccins seront administrées à près de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 15 ans d'efforts, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Grâce à cette certification, les compagnies aériennes desservant l'aéroport d'Abidjan peuvent effectuer des vols directs en provenance ou en partance pour les États-Unis. On écoute un extrait de l'intervention du ministre des Transports sur la question. Depuis très longtemps, pour aller aux États-Unis, nous sommes obligés de partir en Europe. Ou à Dakar et par Accra avant de rejoindre les États-Unis. Bientôt, tout sera mis en œuvre pour qu'effectivement, à partir de cet accord, que les compagnies puissent relier directement Abidjan aux États-Unis. C'est une joie parce que c'est une demande de l'ensemble de la population ivoirienne. C'est une demande aussi de la diaspora et qui tenait absolument à ce que ce travail-là soit fait. En tant que ministre des Transports, je suis très heureux parce que c'est au prix de plusieurs efforts et où souvent même on n'a pas été totalement compris qu'effectivement nous avons réussi cet enjeu important pour l'économie ivoirienne. La certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est le résultat d'un audit mené du 2 au 6 mars par les équipes de l'administration américaine. Cette certification vient couronner des années d'efforts engagés depuis 1999. Elle fait suite aux investissements réalisés pour la mise en conformité de l'aéroport d'Abidjan aux standards de la TSA en matière de sécurité et de logistique. Le reportage de Adama Koni. Bonne météo pour l'aviation ivoirienne. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient de décrocher la certification de l'aviation américaine. L'Agence nationale américaine de sécurité autorise ainsi les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire courait derrière cette certification depuis une quinzaine d'années. Plusieurs efforts en termes de sûreté et de sécurité de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan ont été accomplis à cet effet par le ministère des Transports. La dernière action en date est la privatisation de l'assistance technique au sol, le handling. C'est à la suite du dernier audit réalisé par l'administration américaine du 2 au 6 mars que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son billet pour le vol direct en provenance ou en partance des États-Unis. Dominique Ouattara a visité aujourd'hui les stands du Sahara. La première dame était accompagnée du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly. L'épouse du chef de l'État a pu échanger sur tout ce qui a trait à l'agriculture et à l'élevage en Côte d'Ivoire. Le reportage de Viviane Haïman. Proche de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, citadines ou rurales, qu'elle aide autant qu'elle peut à promouvoir des activités génératrices de revenus par la mise à leur disposition d'un microcrédit ou encore par l'octroi de dons de matériel de production à leurs différents groupements coopératifs, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité ce vendredi après-midi le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, elle a parcouru les nombreux stands de cette exposition. D'abord sous le chapiteau de la Côte d'Ivoire où, malgré la chaleur ambiante, elle a marqué plusieurs arrêts pour échanger avec les exposants. Au stand du cacao, elle a reçu avec émotion l'accueil enthousiaste de plusieurs enfants réunis là pour lui dire merci pour le combat qu'elle mène pour supprimer définitivement sur le sol ivoirien le travail des enfants, autant dans la cacaoculture que dans d'autres domaines de l'activité économique. La visite s'est poursuivie par les stands des pays étrangers. Le Maroc
invités d'honneur du Sahara, la France, le Niger ainsi que d'autres. Un tour aussi pour découvrir avec admiration les avancées remarquables en matière d'élevage bovin, mais aussi d'élevage des petits ruminants. C'est un grand intérêt que la Première Dame a manifesté dans cette visite du Sahara. Je suis particulièrement impressionnée par la taille et la diversité du salon. Et je voudrais en cela féliciter le gouvernement et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Agriculture et Monsieur le ministre aussi Adjoumani des Ressources halieutiques. Donc je voudrais leur dire que c'est magnifique. Je suis heureuse que le Sahara soit enfin revenu en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'espère qu'il y en aura un régulièrement, Monsieur le ministre. Et vraiment, c'était magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'espèces d'animaux, beaucoup de recherches aussi. J'ai été vraiment impressionnée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nos sœurs qui étaient dans les stands et qui étaient aux commandes. Donc déjà, ça m'a rempli de joie. Je pense que l'agriculture, c'est connu, peut être un secteur extrêmement important pour les femmes. Pour la lutte contre le travail des enfants, vous savez que tout mon comité se bat, et le gouvernement également, se bat pour que les enfants ne travaillent plus dans les plantations, dans les lieux domestiques, un peu partout. Donc c'est également le lieu ici, en ce qui concerne l'agriculture, de pouvoir dire stop au travail des enfants. 1 heure environ, c'est le temps qu'aura passé la Première Dame dans la visite de ce salon. Les personnalités politiques et administratives étaient aussi au Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques, passage incontournable pour ces personnalités qui magnifient la destination Côte d'Ivoire et rassurent les acteurs agricoles. L'ancien Bakayoko. Personnalités politiques et autres visiteurs se succèdent au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ce vendredi, c'est le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains, qui a ouvert le bal. Après avoir sillonné les différents stands, il s'est félicité des bienfaits du salon. Et c'est le lieu, il faut le dire, de rendre un hommage au chef de l'État qui, dans l'ensemble des priorités, devant amener notre pays à son développement intégral, a mis au cœur de cette démarche l'agriculture, la production animale, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'agriculture et des produits halieutiques. Même tonalité pour le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif Maurice Kakougui-Kaouye a fait plaisir à quelques exposants en pénétrant dans leur stand. En continuant l'œuvre initiée par le président Henri Konan Bédié, dit-il, le chef de l'État a remis l'agriculture au cœur du développement. L'histoire du Sahara, ça a commencé en 1997 par le président Henri Konan Bédié et cela est repris, c'est une continuité, nous sommes très heureux. Les autres institutions de la République n'ont pas manqué à la fête. La Cour suprême, représentée par sa vice-présidente, s'est dit heureuse du succès de cette 13e édition du Sahara. Nous avons découvert beaucoup de choses, l'émergence même. Alors, nous sommes heureux parce que nous sommes tous fils d'agriculteurs et nous avons vu des choses, mais sous une autre forme. Et aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses-là dans leur dynamique. Il en est de même pour le Conseil constitutionnel, dont le secrétaire général a échangé avec quelques filières. Marcel Aka-Zirimba a pris le temps de s'imprégner de la qualité des produits ivoiriens et des technologies innovantes qui vont assurer le rayonnement de l'agriculture nationale. On a vu tellement de choses qu'il serait difficile d'en énumérer. Ce qui est sûr, nous avons fait tous les stands et c'est avec un sentiment d'admiration que nous retournons à notre base. Pour cette 8e journée, le salon a refusé du monde. Autant dire que la bataille de la mobilisation a été remportée par le ministère de l'Agriculture et par celui de la production animale et des ressources halieutiques. La Côte d'Ivoire a des atouts en matière d'investissement en ce qui concerne les ressources animales et halieutiques, des potentialités qui ont été mises en exergue au Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques. On en sait plus avec Francis Boifou. De par sa situation géographique en Afrique de l'Ouest, sa végétation et son climat, la Côte d'Ivoire présente de nombreux atouts pour développer l'élevage. Une végétation abondante, une pluviométrie assez correcte qui permet à tous les types d'animaux, que ce soit des animaux améliorés, que ce soit des animaux d'Europe,
de s'adapter au climat de la Côte d'Ivoire. Et c'est par l'amélioration génétique et surtout par l'importation d'animaux de race pure que nous voulons développer l'élevage de bovins et surtout l'élevage laitier. Au niveau des ressources halieutiques, la Côte d'Ivoire a un réseau hydrographique abondant, beaucoup de bas-fonds, ce qui permet de faire l'aquaculture. Et Adia Karidia Koulibaly d'ajouter que le pays dispose d'infrastructures, de ressources humaines compétentes pour l'encadrement des éleveurs. Reste l'accroissement du volume d'investissement dans l'élevage pour faire face aux besoins de consommation en viande et produits laitiers. Ce que nous voulons, nous, c'est mettre à la disposition des éleveurs des semences de taureaux européens ou de pays nord-américains, de façon à améliorer le niveau de production de vos vaches laitières et le niveau de croissance de vos animaux de viande. Investir dans les ressources animales et halieutiques pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante, c'est l'appel des autorités aux participants du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. L'environnement des affaires a très souvent recours à la médiation en vue de régler les conflits entre opérateurs économiques, un recours qui est très peu connu en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire a expliqué les avantages liés à la médiation et ce, en présence de nombreux hommes d'affaires et juristes. Le reportage de Francis Boifou. Faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la médiation dans la sous-région. C'est tout l'intérêt du colloque international sur la médiation qui sera organisé les 4 et 5 juin prochains à Abidjan. L'initiative est de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, CACI. Cette rencontre, la première du genre en terre ivoirienne, vise à élargir la compréhension et l'utilisation de la médiation. Les juristes la considèrent comme un mode alternatif de règlement des litiges par lequel 2 ou plusieurs personnes physiques ou morales tentent de résoudre leurs différends par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles avec l'aide d'un tiers appelé médiateur. À la médiation, il n'y a pas une seule partie qui peut sortir perdante et en plus de cela, c'est rapide et c'est moins coûteux. Peu connu des opérateurs économiques exerçant en Côte d'Ivoire, la médiation est pourtant reconnue par le Code de procédure civile ivoirien depuis juin 2014 et constitue un outil d'assainissement de l'environnement des affaires. D'où cet appel des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie à participer au colloque. Aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, nous disons que ce colloque va être un cadre d'échange, un cadre où ils vont comprendre la médiation. Et nous les invitons en tout cas à venir massivement parce qu'il y aura des intervenants au plan international. Au menu du colloque international sur la médiation, des échanges d'expériences, des exposés sur les conditions et le mode de saisine de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, ainsi que les avantages de la médiation en affaires. Parlons santé. La campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2015 démarre aujourd'hui. Environ 8 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés. Ils pourront bénéficier gratuitement des premières doses de vaccins contre cette maladie. Par Gasson Rokoni. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymond Goudou Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysées et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller le plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants
contre la polio, pour ne pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite. Lancement officiel de l'opération d'enrôlement de la population d'Abidjan pour la couverture maladie universelle. C'était aujourd'hui à l'hôtel du district d'Abidjan. L'opération a été lancée par le préfet de la ville, Issaïo Adamakoni. La couverture maladie universelle CMU est une réalité dans le district d'Abidjan. Système de protection sociale nationale contre le risque maladie, la couverture maladie universelle vise à garantir l'accès à des soins de santé de qualité à la population résidant en Côte d'Ivoire. Le projet est entré dans sa phase opérationnelle dans le district d'Abidjan, d'où la joie des potentiels bénéficiaires. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette ouverture que nous allons nous atteler à conduire ce projet en bon port. La couverture maladie universelle permettra à chaque résident ivoirien de donner une contribution, je dirais, forfaitaire, qui permettra à celui qui n'a pas les moyens de se rendre donc à l'hôpital. La couverture maladie universelle est une politique de longue haleine. L'implication des élus locaux est fondamentale pour la réussite de l'opération, a indiqué le préfet d'Abidjan. S'agissant du district autonome d'Abidjan, dont le territoire se confond avec celui du département d'Abidjan, nous avons convié ce matin l'ensemble des maires, des secrétaires généraux de mairie, des directeurs régionaux, des sous-préfets, avec bien sûr la présence du gouverneur du district d'Abidjan, avec également la présence des directeurs régionaux des affaires sociales d'Abidjan, pour venir procéder à la restitution du contenu de cette rencontre de Yamoussoukro, mais aussi cette rencontre marque le lancement officiel. La couverture maladie universelle est une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara. L'opération d'enrôlement vise, à l'échéance 2016, plus de 4 millions de personnes, soit 16,6% de la population. La francophonie contre le cancer, c'est le thème de la 4e rencontre de l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre cette maladie. Cette 4e édition se déroule à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu aujourd'hui même. Le reportage de Patricia Oumou-Etia. La lutte s'accentue autour des maladies non transmissibles que sont les affections cardiovasculaires, le cancer, le diabète et certaines altérations respiratoires. 70% des cancers sont concentrés dans les pays à faible revenu. Pour le docteur Marc Keller, on peut éviter au moins 40% de ces cancers. Ce que nous préconisons, c'est vraiment de prévenir, de mettre en place des politiques de santé publique en termes de prévention en milieu scolaire, et surtout la lutte contre le tabagisme. Et pourtant, les femmes représentent la couche de la population la plus vulnérable. Les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus, sont beaucoup plus fréquents. Au niveau mondial, une femme meurt du cancer de l'utérus toutes les 2 minutes. Nous avons aussi une montée en puissance des cancers de l'enfant qu'il faut prendre en compte. Et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui est le plus fréquent actuellement en Afrique. Mais malheureusement, tous ces cancers arrivent souvent très tard, au moment où le traitement curateur n'est plus possible. D'où l'importance de parler beaucoup des soins palliatifs et d'accompagnement. 2 jours d'échange, meublés par des ateliers et conférences publiques. L'Atlas du cancer, un livre qui renferme toutes les dernières statistiques de l'OMS sur la pathologie, sera présenté au cours de ces 4e rencontres de l'ALIAM, l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer. 2 personnes ont perdu la vie lors de la grève des syndicats issus du secteur éducation et formation. De nombreux autres ont été blessés. Pourquoi ces grèves à répétition? Qu'en pensent parents d'élèves et enseignants? Les réponses dans ce reportage de Pargasoro Kone. Depuis le 2 mars 2015, l'école ivoirienne connaît des perturbations. Des syndicats issus du secteur éducation-formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont lancé un mot d'ordre de grève. Objectif visé, interrompre le bon déroulement des cours jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Promesse avait été faite depuis décembre 2013
de débloquer une catégorie de fonctionnaires. Malheureusement, janvier, ça n'a pas été fait. Les différentes autorités que nous avons rencontrées ont dit que ce déblocage sera fait fin février. Fin février, rien n'a été fait non plus. Un mot d'ordre de grève qui n'a pas été sans conséquence. Dans la commune d'Abobo, par exemple, au collège René Caillé, enseignants et élèves étaient en classe le 7 mars. Ils ont été délogés de force par des enseignants grévistes. S'ensuivent des échauffourées qui ont conduit à la mort d'un élève en classe de 4e. Les 16, 17 et 18 mars, même scène de violence à l'intérieur du pays. Les lycées de Bonon, de Diokoué, de Guibérois et bien d'autres établissements scolaires sur le territoire national ont été saccagés par des individus. Bilan, aucun mort, mais plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique condamne ces actes de vandalisme. Nous ne pouvons pas admettre que des biens soient détruits, que des vies humaines soient ôtées, et qu'il n'y ait pas de réponse. Parents d'élèves, associations des parents d'élèves, mais aussi certains enseignants ont du mal à comprendre les agissements des grévistes. Je pense qu'ils doivent mettre balle à terre. Et surtout que lors des dernières manifestations, il y a eu mort d'élèves. Nous sommes des parents d'élèves. Moi, par exemple, comme ça, j'ai des frères qui vont à l'école, je paye les cours. Donc quand il y a des grèves, ça me touche aussi. Donc, je dis à mes collègues de se calmer. Quant aux élèves, ils regrettent cette situation. C'est le cas de Samira, 16 ans, en classe de terminale D au lycée classique d'Abidjan. C'est pas bon pour tous les élèves. Bon, en général, les élèves qui passent l'examen à la fin de l'année. Parce que c'est pas évident qu'on termine le programme et ça peut nous pénaliser le jour de l'examen. Même appel lancé par ces élèves. Je demande aux professeurs de mettre un peu d'eau dans le vin pour pouvoir nous dispenser le cours tout juste au retour. Comment ramener la quiétude à l'école? Comment mettre fin à la grève? Pour enseignants et parents d'élèves, la solution est simple. Nous demandons aux autorités de vraiment organiser des assises nationales pour se pencher réellement sur les problèmes de l'école. Quand on fait une grève, évidemment, à un moment donné, il faut savoir aussi se calmer et puis écouter l'autre. Je crois que c'est dans la négociation, on peut avoir gain de cause. Il faudra que le gouvernement essaie de prendre ce problème au sérieux. Parce qu'il faudra que les enseignants soient dans de bonnes conditions pour travailler. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, des efforts sont pourtant consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Il a plu au président de la République lui-même de décider de procéder au déblocage des salaires des fonctionnaires. C'est un engagement que personnellement il a pris. S'il prend cet engagement, c'est qu'il va l'exécuter. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite qu'après les différentes rencontres et échanges, les syndicats des grévistes suspendent leur mot d'ordre de grève. Un appel entendu par les enseignants grévistes. Le CNESI s'inscrit dans un principe de dialogue social sincère. Dès lors que ce dialogue social a été ouvert, nous avons donc suspendu le seul mot d'ordre qui restait. Tous les militants du CNESI sont donc invités à reprendre les cours et à s'engager dans toutes les activités pédagogiques. La grève suspendue jusqu'à nouvel ordre le 30 avril, rencontre des syndicats des enseignants avec la ministre Kandia Camara. Une rencontre pleine d'enjeux car elle permettra peut-être de dénouer les crises qui ne cessent de secouer l'école ivoirienne en proie à des difficultés. C'est demain que le château d'eau d'Aniamant sera inauguré par le président Ouattara. La mise en service d'ouvrages d'adduction en eau potable à Anyamant sera donc effective. La construction de 4 forages financés par le programme de renaissance des infrastructures pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Vendredi, 15h, à Bobo PK 18. C'est maintenant que le repas du midi se prend dans la famille Doumbia. Au réveil ce matin, comme très souvent, pas d'eau dans les robinets. Les femmes là, souvent même, s'il n'y a pas l'eau comme ça là, pour préparer là, c'est problème. Non loin, la queue devant la citerne d'approvisionnement mise à disposition pour le quartier s'allonge. Maïdia Kité attend son tour. Depuis 6 ans qu'elle vit dans le quartier, chaque jour, elle répète la même corvée. Matin, si je me lève là, je viens chercher l'eau d'abord, avant de commencer le travail. Je charge bassine là 10 fois par jour. Abobo et Ayama sont des communes situées à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Le manque d'eau potable se pose avec acuité dans la zone et pousse les populations à s'alimenter à partir de points d'eau souvent distants de leurs concessions ou à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable. Nous ne sommes pas fiers de continuer la distribution de l'eau potable à travers les camions-citernes. Les camions-citernes devraient être l'exception. On pense que très rapidement, nous allons revenir à la normale. L'inauguration du château devrait permettre d'améliorer les conditions de vie dans la zone. Toutefois, les populations sont appelées à la patience.
Le besoin en matière d'eau potable est couvert, mais il faut tout simplement réparer l'ensemble des canalisations qui acheminent ces eaux-là vers les populations. Estimé à 1,3 milliard de francs CFA, le château de 500 mètres cubes à 15 mètres de hauteur en béton armé permettra de couvrir le besoin journalier de 8000 mètres cubes dans la zone. Le chef de l'État s'est engagé à couvrir les besoins en eau de la capitale économique sur cette année. Si la production d'eau potable est aujourd'hui suffisante, reste l'amélioration et l'extension des circuits de distribution. Demain samedi, les vannes du château seront ouvertes par le président Alassane Ouattara. Plus de 192 000 Nigérians sont réfugiés au Cameroun, au Niger et au Tchad à cause des attaques répétées de la secte islamiste Boko Haram. Les agences humanitaires, les ONG et les Nations Unies lancent un appel pour venir en aide à ces personnes. Le reportage de Léon Bro. Au Sénégal, l'ONU et des ONG lancent un appel pour recueillir près de 100 milliards de francs CFA afin de venir en aide à quelques 200 000 réfugiés nigérians ayant fui les attaques de Boko Haram. Ces besoins ont été estimés par des agences de l'ONU, le Programme alimentaire mondial et 12 ONG dont Oxfam et Save the Children. Selon Lise Ayua, représentante régionale du ICR et coordonnatrice pour les réfugiés nigériens, il faut mobiliser plus de fonds pour soutenir ces réfugiés qui se trouvent dans une situation dramatique. C'est de continuer à poursuivre l'assistance, que ce soit au niveau de santé, au niveau de l'éducation, au niveau de sanitation et tous ces secteurs pour soutenir les réfugiés et surtout, bien sûr, au niveau de la nourriture. L'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram ainsi que sa répression ont fait plus de 15 000 morts au Nigeria en 6 ans, selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. En raison du conflit, plus d'1,5 million de personnes ont dû quitter leur domicile, certains restant au Nigeria, d'autres se réfugiant dans les pays frontaliers. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.